TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Un gouvernement ouvert pour une meilleure gouvernance et un développement durable. C'est l'idée de l'ONG ADESCO et elle veut œuvrer aux côtés du gouvernement, mais avec l'aide d'autres acteurs de la société civile, lesquels à découvrir dans ce journal. Et puis les comités locaux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent sont appelés à se renforcer pour une efficacité sur le terrain. Vous découvrirez dans cette édition les stratégies mises en place par le comité des savanes. Voilà donc pour les titres. L'ONG Afrique au développement et à la santé communautaire ADESCO s'engage aux côtés du gouvernement pour une bonne gouvernance et le développement durable. Mais pour cela, elle veut rallier les acteurs de la société civile, les élus locaux à la cause du gouvernement ouvert. Des précisions dans ce reportage de Marie-Ange Bida. La voie toute tracée. Le Togo peut maintenant adhérer au programme d'appui au gouvernement ouvert francophone PAGOF. Ceci à la faveur des différentes réformes enregistrées ces dernières années. L'ONG Appui au développement et à la santé communautaire ADESCO y croit et lance le processus. Première étape, sensibilisation et formation des acteurs de la société civile, des élus locaux, des médias et de la chefferie traditionnelle. La deuxième activité qui va suivre va être le renforcement des capacités d'un certain nombre d'acteurs. C'est essentiellement les acteurs de la société civile, des médias, qui vont être renforcés pendant 3 jours. Et au sortir de ce renforcement des capacités, on mettra en place un comité de lobbying et de plaidoyer qui va aller vers l'administration, qui va cibler les personnes clés pour faire en sorte que le Togo s'engage dans ce processus. Et pour nous, le Togo a suffisamment d'outils. 25 ans déjà que l'ONG ADESCO œuvre à la promotion des droits humains et l'accès aux services de base au Togo. Expertise France est le bras financier du programme PAGOF. Il vise à instaurer, entre autres, une franche collaboration entre État et population à travers la société civile. Face à l'extrémisme violent et le terrorisme qui sévissent, le Togo ne désarme pas et reste plus que mobilisé. Depuis 2019, des comités de prévention sont installés dans toutes les régions du pays. Et cette semaine, l'heure est à la formation et à la remobilisation de leurs membres. Adapaon, Gérard Lagodou nous en dit plus. 2 ans après leur installation, les comités locaux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans la région des Savanes se retrouvent pour plus d'impact sur le terrain. L'occasion de redynamiser leurs compétences à travers plusieurs modules. Genèse et évolution du terrorisme en Afrique de l'Ouest, défis sécuritaires communs en matière de terrorisme, vision prospective pour le Togo, stratégie de recrutement au sein des groupes extrémistes violents, rôle de veille et d'alerte, détection des signes précurseurs et bien d'autres encore. Les groupes terroristes développent au jour le jour des stratégies et il nous appartient de revenir en permanence auprès de nos communautés pour échanger, pour mettre à jour, si on peut le dire ainsi, les connaissances afin de mener à bien l'ensemble de la mission de prévention de l'extrémisme violent que le gouvernement a confiée au CIPREV. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que des mesures soient prises en amont pour désamorcer ce qui pouvait être source éventuelle de conflits pouvant conduire à l'extrémisme violent dans notre pays. Il s'agit d'une rencontre de formation des formateurs et de renforcement des capacités des comités au niveau cantonal et préfectoral qui cadrent bien avec les objectifs assignés au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime soutient les États dans le développement de leur stratégie dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent. Et pour nous, le CIPLEV, le comité interministériel,
est l'un de nos partenaires clés. Nous ne pouvons pas parler de lutte contre le terrorisme, de prévention contre l'extrémisme violent sans parler de renforcement des capacités. Vous savez, le renforcement des capacités fait partie intégrante des actions que nous jugeons urgentes dans cette lutte contre ce fléau et surtout de renforcement des capacités des acteurs clés comme ces membres du comité et de continuer par se mobiliser autour de la question de tout ce qui tourne autour de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. À l'issue des travaux, des recommandations seront faites pour plus de rayonnement de ces structures mises en place. Les mêmes activités sont prévues dans les autres régions. Prochaine destination, Sokodé, dans la région centrale, le 19 août. Ce communiqué du gouvernement à présent. Du lundi 16 août au mardi 17 août 2021, quelques dysfonctionnements ont été constatés sur la plateforme de gestion des voyages, le www.voyage.gouv.tg. En effet, des emails envoyés par nos services pour communiquer aux voyageurs les résultats de leur test Covid n'ont pas été délivrés. Cet incident est dû au fait que le système de gestion de mails de la plateforme de voyage a été blacklisté par d'autres systèmes de gestion de mails en raison de la grande quantité d'emails qui sont envoyés. Les gestionnaires de la plateforme de voyage présentent leurs excuses à tous les utilisateurs pour ce désagrément et les rassurent que diverses actions sont menées pour un fonctionnement d'ores et déjà pour un meilleur fonctionnement et des mesures nécessaires sont prises pour que le système de gestion des mails de la plateforme de voyage soit déblacklisté. Aussi, les équipes techniques travaillent activement pour faire basculer le système de gestion de mails de la plateforme de voyage sur un autre serveur afin de limiter les risques d'échec d'envoi d'emails. Enfin, les équipes explorent plusieurs autres pistes pour éviter que ce problème ne se répète à l'avenir. Dans l'attente du déploiement de ces solutions, les voyageurs sont invités à prendre les dispositions pour effectuer les tests dans des délais raisonnables et à s'assurer d'avoir leurs résultats avant le jour du voyage. Fait à Lomé le 17 août 2021, le gouvernement. Et face à la nouvelle vague de contamination à la Covid-19 constatée ces dernières semaines, le gouvernement veut penser à une nouvelle communication pour une meilleure sensibilisation. Et pour cela, les personnes ressources intervenant dans les différentes émissions découvrent depuis ce matin de nouveaux éléments de langage. Et nous voyons cela dans ce reportage signé Yata Arate. Plutôt inquiétant, le tableau de ces dernières semaines. Tenez, au moins 100 nouvelles contaminations enregistrées chaque jour, 2 à 8 décès par semaine. Le pic, c'était en juillet dernier, 17 décès pour le seul mois. C'en est trop, un peu trop, il faut changer la donne, redresser la barre avec les personnes ressources. C'était une discussion très technique pour discuter des éléments de langage, pour sensibiliser la population. Nous sommes devant une nouvelle vague avec une augmentation exponentielle du nombre de nouveaux cas et également une augmentation du nombre de décès que nous observons depuis quelques semaines. La maladie changeant de facette, il était indispensable d'adapter aussi toute la stratégie de communication à partir d'un générique sur lequel nous serons entendus et qui sera la base de la communication que nous allons faire de façon harmonisée à l'opinion publique pour éviter des voix discordantes qui pourraient être contre-productives. Il n'est donc pas question de baisser la garde. Le Covid tue. Se retrouver en détresse respiratoire est une réalité aussi à Charollemé commune. On a remarqué aujourd'hui que c'est battu en brèche ces mesures. Personne ne respecte cela. Il faudrait que nous revenions aux fondamentaux vitaux, c'est-à-dire respecter ces mesures. Parce que dans les jours à venir, le gouvernement va devoir prendre des mesures pour décourager définitivement ceux qui s'adonnent à cela et qui défient l'autorité. Il y aura donc des mesures dans un but salutaire pour notre pays. Sinon, notre pays va se détruire. Nous avions une solution qui est la vaccination. Cette vaccination, nous devons tous l'adopter. À ce jour, pas de remède autre que la vaccination. Se faire vacciner peut bien nous protéger contre le virus.
Et pour contrer le mal, justement, nous sommes invités à nous vacciner. Et depuis hier, le vaccin Johnson & Johnson est administré en dose unique. Au jour 2, l'une de nos équipes de reportage était dans les vaccinodromes à Lomé. Le reportage est signé Abouza Dadja, Immaculée Baoué Abalo, avec la voix de Yata Ratep. Centre hospitalier Betota. Ce mardi, comme bien d'autres citoyens déjà, Issa, la trentaine, vient se faire vacciner. Une seule dose. Idem pour Sikiro. Il nous a été dit que le vaccin Johnson & Johnson est tout comme autre vaccin qui n'a aucun effet secondaire, quel que soit votre âge ou bien votre état. J'invite tous les autres citoyens à faire de même que moi, emboîter le pas pour cette vaccination. Je n'avais pas pris ça au sérieux au premier abord, mais avec les reportages à la TVT, la fois passée, ils ont montré ce qui se passe au niveau de la prise en charge des malades. C'est très effrayant. Les voilà protégés contre le Covid. Avec cette dose, c'est la vie qui reprend. Ce n'est malheureusement pas le cas pour les 3 malades Covid décédés ce lundi au CHR Lomé Commune, 2 avec des comorbidités. À la tâche, à la polyclinique de Lomé, le même exercice, les infirmiers, toujours aux petits soins. L'affluence est au rendez-vous, surtout pour le vaccin Johnson & Johnson, parce que beaucoup cherchaient à faire leur première dose. Il faut noter qu'une fois le temps passe, la population comprend un peu plus l'importance de se faire vacciner. Ce qui fait que lorsqu'on avait même arrêté la première dose avec le Pfizer, beaucoup se sont plaints. Donc l'arrivée du vaccin Johnson & Johnson, c'est un atout pour la population où déjà très tôt le matin, il y en a qui prennent d'assaut les sites de vaccination. Et donc comme les équipes aussi sont là bien dynamiques, ils essaient donc de s'occuper d'eux pour que chacun d'entre eux puisse aller vaquer à leur occupation. Selon les derniers chiffres, les cas de contamination sont toujours à la hausse. Attention à ne pas négliger les mesures Covid et surtout le vaccin, la seule solution pour le moment. Et à ce jour du mardi 17 août 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente donc comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 18 359. 217 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 15 649. 153 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2540. Le nombre de décès s'élève à 170. 2 nouveaux décès ont été malheureusement enregistrés depuis hier chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. La délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a rencontré ce matin les présidents des associations professionnelles. Il était question d'échanger avec ces opérateurs économiques sur les activités menées par la délégation, plus précisément les réformes en cours au sein de la Chambre de commerce depuis sa mise sur pied. C'était le 5 janvier dernier. Le reportage est signé Clarisse Atikle. Face à face, délégation spéciale consulaire de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo CCIT et président des associations professionnelles. En toile de fond des discussions, les réformes en cours au sein de la CCIT. La nouveauté, l'introduction du projet de nouveaux tests pour en finir définitivement avec les difficultés de la Chambre. On a présenté la quintessence de ces nouveaux textes. On a présenté ce que nous pensons que les personnes qui devraient représenter la Chambre de commerce, comment ils doivent être organisés, quelles fonctions ils peuvent assumer au sein de la Chambre de commerce, la relation entre ces membres élus et le personnel technique de la Chambre de commerce. Donc nous avons dépatouillé tout ça, même la représentation désormais de la Chambre au niveau régional. À ce jour, on dénombre au Togo 124 000 entreprises, mais seuls quelques mille ont adhéré à la CCIT. La plupart ne sont même pas à jour dans les cotisations pour être vraiment considérés comme membres à part entière. Toutes les entreprises togolaises sont donc appelées à se faire enrôler afin de constituer un fichier consulaire fiable. Tous ceux qui ont des entreprises, qu'ils puissent inscrire leurs entreprises sur les fichiers, les listes qui vont s'ouvrir. Encore une fois, ne restez pas en marge de ce qui se passe
au sein de la chambre de commerce. C'est un élément extrêmement important. Avoir une chambre qui soit vraiment le bras technique entre le gouvernement, c'est-à-dire le secteur public, et le secteur privé, au service du secteur privé. Un appel réitéré par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Nous voulons une chambre pour les opérateurs économiques. Donc, nous avons instruit pour qu'on passe rapidement à l'enrôlement des entreprises pour bien se préparer aux futures échéances que nous avons. Vos contributions peuvent nous amener à améliorer davantage le dispositif que le gouvernement se prépare à mettre en place pour que nous ayons une chambre forte, en mesure de jouer pleinement son rôle. Nécessaire donc pour les entreprises d'adhérer à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, créée pour les opérateurs économiques. L'animer ne peut que leur procurer des avantages. Navire battant pavillon togolais. L'expression est connue, mais est-elle comprise? Sûrement pas. Eh bien, ce soir, petit cours pédagogique maritime dans ce reportage de Ramdan Bassina. À travers les océans du monde, nombreux sont ces navires qui battent pavillon togolais. Une immatriculation qui confère une identité unique au navire. Pour arborer fièrement cet étendard, le respect des bonnes pratiques pour la sécurité et la sûreté des équipages, la préservation du milieu marin, le transport licite sont entre autres impératifs. Bref, une conformité de l'équipage aux normes techniques et réglementaires. Régulièrement, les autorités togolaises effectuent des contrôles pour s'assurer du respect scrupuleux des règles édictées par les conventions de l'OMI, Organisation maritime internationale. Le Togo peut aussi compter sur le Bureau international de l'enregistrement pour assainir le milieu des navires battant pavillon togolais. En 2019, sur 600 bateaux immatriculés, 36 ont vu leur agrément retiré pour faute grave et activité illicite. C'est dire, ne bat pas pavillon togolais qui veut, mais qui peut. Et pour mieux comprendre justement l'expression, nous sommes sur ce plateau avec un juriste maritime, membre de l'association togolaise de droit maritime, Monsieur Cyril Nkaoula. Monsieur Nkaoula, bonsoir. Bonsoir, madame. D'abord, cet article qui a été écrit il y a quelques jours, qui faisait état de 400 millions d'euros de cannabis saisis dans un pétrolier immatriculé au Togo ou battant pavillon togolais. Alors, dites-nous, un navire immatriculé au Togo appartient-il au Togo? Alors, dans le jargon maritime, quand on parle d'immatriculation, on fait référence simplement à un acte administratif qui consiste à attribuer sur un registre d'immatriculation un numéro d'ordre à un navire. Et ceci se fait suite à un contrôle que l'autorité compétente exerce pour s'assurer que le navire candidat à l'immatriculation, que le navire qui demande à battre son pavillon, a respecté toutes les caractéristiques techniques dans sa construction, entre autres. Voilà, le navire, pour revenir à votre question, c'est un bien qui peut appartenir à l'État, lorsque l'État est amateur, ou un bien qui peut appartenir à un privé. Donc, l'immatriculation n'emporte pas transfert de propriété. Donc, un navire battant pavillon togolais n'est pas togolais, n'est pas forcément togolais. Il reste dans le patrimoine de son propriétaire. Si c'est l'État, oui, il est propriétaire de l'État togolais. Mais s'il appartient à un privé, il reste dans le patrimoine du privé. Mais quand on dit qu'il bat pavillon togolais, ou il est immatriculé au Togo, vous demandez s'il devient la propriété du Togo ou non. Je dirais plutôt qu'il passe sous juridiction togolaise. Là est la nuance. D'accord. Donc, si pour revenir peut-être à l'article qui a été publié depuis quelques jours, donc il faisait état de cette importante cargaison de cannabis qui aurait été saisie dans un pétrolier immatriculé au Togo. Cela ne veut pas dire que ce navire appartient au Togo. Il n'appartient pas au Togo en tant que propriété de l'État togolais. Ok.
il appartient certainement à des privés, mais il a acquis la nationalité togolaise par le biais d'un processus qu'on appelle togolisation, qui est la conséquence de son immatriculation, donc de son inscription sur les registres des immatriculations au Togo. Donc, pour assurer les Togolais, il ne faudrait pas que les Togolais commencent par peut-être s'inquiéter pour dire que au Togo, enfin un navire togolais avait à son bord... Ah non, que je sache, l'État togolais n'est pas armateur. D'accord. Alors, dites-nous, que gagne le Togo en immatriculant alors des navires? Comme vous l'avez dit, le navire peut appartenir à un privé qui n'est pas togolais, mais qui vient immatriculer son navire au Togo. Alors, que gagne le Togo? L'immatriculation, je dirais, elle entraîne deux bénéfices. Le premier, c'est d'abord un bénéfice pécuniaire. L'immatriculation ouvre droit à la perception de droits et taxes, entre autres les taxes d'immatriculation, des taxes annuelles, des taxes d'obtention de fréquences radio, ainsi de suite. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que l'immatriculation permet au navire qui a, de ce fait, acquis la nationalité du pays dont il bat pavillon, de hisser le drapeau du pays en question, de l'État en question. Et donc ça assure une certaine visibilité à l'État concerné dans cet environnement du commerce international maritime. Voilà les deux avantages qu'on peut relever de l'immatriculation des navires par le Togo. Mais alors, dites-nous, est-ce que, pourquoi les navires devraient justement se faire immatriculer? Est-ce que c'est une prescription, c'est une obligation pour ces navires? Absolument, ça procède d'abord des conventions internationales dont le Togo est partie et des prescriptions de l'Organisation maritime internationale. Le navire, vous savez, certes, c'est un bien d'une certaine valeur, d'une grande valeur économique, mais c'est un bien meuble. Il peut se déplacer, il peut disparaître en mer à tout moment. Et il est important que l'autorité puisse identifier chaque navire par son numéro d'immatriculation au milieu de tous les autres navires. Mais ça ne suffit pas, un numéro d'immatriculation, c'est comme votre numéro d'immatriculation, le numéro d'immatriculation de votre voiture. Ça peut s'enlever. Mais il y a un autre numéro qu'on appelle numéro d'identification OMI qui, lui, est unique, qui ne change pas. Même si le navire venait à être réimmatriculé dans un autre pays, le numéro d'identification OMI, lui, reste unique. D'accord. Alors, très rapidement, pour finir, et en cas d'infraction, si on revient justement à cette histoire de cannabis saisi, quelle est la responsabilité maintenant du Togo vis-à-vis du responsable de ce navire-là? Ah oui. L'immatriculation a pour première conséquence de faire naître un lien, une sorte de cordon ombilical entre le navire bénéficiaire de l'immatriculation et l'État qui l'a autorisé par ce acte administratif-là à arborer ses couleurs. Et ce lien ombilical-là subsiste tant que ce navire battra ce pavillon. Et conséquemment, tous les actes que posera ce navire, l'État qui lui a accordé son pavillon en sera tenu responsable. Ah oui. Donc l'État sera tenu responsable dans ce cas-là. Oui. C'est pour ça que ça pose problème. Parce que l'immatriculation oblige l'État pavillon à veiller à ce que le navire qui arbore ses couleurs respecte toutes les conventions internationales auxquelles cet État est parti. Voilà pourquoi l'État est tenu responsable jusqu'au jour où le navire en question cessera de battre son pavillon. Mais heureusement, il est permis à l'État, le Togo en l'espèce, de pouvoir procéder à ce qu'on appelle radiation. Lui retirer la nationalité. Voilà. Mais vous convenez avec moi, là c'est un médicament post-mortem, quoi. Le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait.
D'accord. Alors, on suivra peut-être la suite de ce feuilleton, on va dire. Et puis, nous reviendrons également nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup, Monsieur Nkaoula Siri. Je rappelle donc que vous êtes juriste maritime, membre de l'Association togolaise de droit maritime et que vous êtes venu donc nous expliquer encore une fois cette expression de navire battant pavillon togolais ou battant pavillon d'un autre pays. Et nous poursuivons cette édition. Dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes rurales au Togo, le ministère donc en charge de la promotion de la femme a initié donc un projet. L'objectif est de permettre aux femmes de tirer pleinement profit de leur activité génératrice de revenus. Mais qu'en est-il concrètement sur le terrain? Le reportage est signé Eli Agba Niadao. Eh bien, se mettre en coopérative donne plus de force. Ces femmes rurales, formées en groupement, vont pendant 3 jours se mettre à niveau. Objectif, mieux maîtriser les notions de leadership, la gestion des micro-entreprises et les techniques de plaidoyer pour un meilleur accès de la femme à la terre en milieu rural. Il est par ailleurs question d'amener les femmes productrices à tirer pleinement profit de leur activité génératrice de revenus. La plupart des femmes, toutes leurs activités proviennent de la terre et qu'il est difficile à la femme d'accéder à la terre et de le contrôler pour mener à plein leur activité. Donc il est de bon ton qu'elle maîtrise les techniques de plaidoyer. Comment parler aux hommes, comment parler aux leaders, aux propriétaires terriens, comment parler aux autorités locales afin qu'elles puissent s'allier à elles pour pouvoir avoir la terre et mener à bien leur activité génératrice de revenus. L'agriculture occupe 72% de la population active du Togo. Dans le domaine, les femmes représentent plus de 53%. Un constat qui motive la mise en place par le gouvernement togolais du projet autonomisation des femmes rurales. Les femmes rurales font beaucoup de choses. Et le gouvernement, avec haute instruction du président de la République, a pris sur lui d'initier ce projet qui va vraiment aider les femmes à s'épanouir pour leur bien-être social. Le projet est prévu pour toutes les régions du pays et ça couvre toutes les préfectures du pays qui sont dans le domaine de l'agriculture, que ce soit la culture, la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Pendant une semaine, 48 femmes issues des groupements seront formées. À ces dernières de former à leur tour les autres membres de leur coopérative. Et puis cette femme forte qui aura milité pour la promotion et le respect des droits humains au Togo et ailleurs n'est plus. Nakpa Polo, présidente de la CNDH, est décédée hier des suites d'une courte maladie. Retour sur son parcours ce soir avec Issaka Aruna. Sur sa maladie, clameur sur son décès. Nakpa Polo, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, n'est plus. La nouvelle de sa disparition a circulé hier. En effet, l'ancienne ministre a rendu l'âme ce lundi après-midi au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Absente ces dernières semaines des différentes activités de la CNDH, on apprendra que Nakpa Polo était souffrante. Ses proches et ses collaborateurs espéraient d'ailleurs un rapide rétablissement. Hélas, elle ne reviendra plus jamais de son hospitalisation au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Nakpa Polo était jusque-là présidente de la CNDH. Elle a pris fonction à la tête de l'institution en 2019. Titulaire d'un doctorat en droit public, Madame Polo a été notamment secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, chargé des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République. Bien avant, elle était ambassadeur, représentant permanent de la République togolaise auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce OMC et des autres organisations internationales à Genève. Très engagée sur les questions de défense des droits humains, la nouvelle de son décès a attristé plus d'un.
Et dans un communiqué ce soir, la CNDH salue donc la mémoire de sa présidente, cette femme qui aura consacré toute sa vie à la promotion des droits de l'homme. Et elle aura œuvré donc avec ardeur et dévouement. Et c'est donc à travers un communiqué que toute la CNDH a rendu hommage donc à sa présidente Nakpa Polo, décédée donc hier. Et en bref, en Zambie, c'est officiel, c'est l'opposant Hakainde Hichilema qui est le 7e président du pays avec plus de 2,8 millions de voix. Il a battu le sortant Edgar Lungu. Et au lendemain de cette défaite, l'ancien parti au pouvoir, le Front patriotique, subit une série de défections. Retour en page nationale pour vous parler cette fois de la politique de gouvernement en matière environnementale. Et cette politique est de développer des initiatives devant contribuer à la lutte contre le phénomène du changement climatique. Et je vous amène à présent à Avetonou dans l'Agou où une technique de production est mise en place pour la fabrication du charbon écologique. De quoi s'agit-il? Suivez ce reportage de Cyber. À bois énergie. Ce charbon n'est pas du charbon à bois énergie, souvent utilisé dans les ménages, mais plutôt du charbon écologique fabriqué à base de la balle de riz, communément appelée son du riz. Ce résidu qui polluait l'environnement a été donc récupéré et valorisé à travers une technique de transformation avec pour résultat ce produit fini. La fabrication de ce charbon est une alternative pour pallier certains phénomènes, notamment les coupes anarchiques du bois. L'idée, c'est de récupérer ces résidus-là, de les carboniser et d'en faire des charbons. Donc, du coup, à partir de là, les coupes des bois ne seront plus de mise et les forêts vont être régénérées naturellement. Les techniques de production sont ici partagées avec cette communauté regroupée au sein de la coopérative de production du charbon écologique d'Avetonou dans l'Agou. Une technique pour leur permettre d'accroître le taux de production et valoriser ce charbon sur le marché, histoire de soutenir les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la déforestation. Pour accompagner la coopérative à améliorer ces techniques de production du biochar et du charbon écologique. Pourquoi le biocharbon? Le biocharbon ou bien le charbon écologique, c'est une des alternatives ou bien une des mesures qui va permettre à lutter efficacement contre les changements climatiques. Ce qu'ils ont acquis comme connaissance, ils doivent préserver cela. Et maintenant, le traduire dans la réalité pour que cette unité ne meure pas. Tout le processus est donc enseigné aux communautés. Et pour accroître cette production, un appui leur est apporté. Des équipements et une unité de production. Un appui de Inades Formation qui entend valoriser ce charbon à travers le projet Communauté résiliente au changement climatique, projet soutenu par ses partenaires, notamment Action Solidarité Tiers-Monde. C'est un projet que nous avons démarré avec l'appui de notre partenaire ASTM il y a 3 ans et qui a différents volets. Il y a l'appui à la restauration des écosystèmes, mais aussi on a voulu développer des alternatives qui limitent la pression de l'être humain sur l'environnement. Cette unité a double défi à relever, contribuer à la résilience climatique, mais aussi permettre aux membres de la coopérative d'avoir une source de revenus alternative. À travers ces équipements, la coopérative peut désormais produire 4 sacs de charbon écologique en 2h30 à bas du son du riz. Tout ceci pour non seulement préserver l'environnement, mais aussi améliorer le quotidien des populations à travers les ressources générées. Dans le cadre de la politique nationale du livre et de la lecture, le ministère de la Culture et du Tourisme, à travers la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire, met en œuvre une action de promotion de la littérature togolaise dénommée le livre du mois. Ainsi invite-t-il le public à se procurer et à lire au titre de ce mois d'août 2021 le roman intitulé Un funeste destin de l'écrivain Fambi Kokou Isaac, prix littéraire Plume en herbe 2020. Organisé par le club littéraire. Dans ce roman, l'auteur raconte une histoire d'amour invraisemblable avec frisson et passion
par une voix qui semble s'entendre de loin comme une mélopée. Chacune des pages débusque vainement et désespérément l'impossible bonheur des cœurs brisés à qui le sort refuse mystérieusement le droit au sourire. Cet ouvrage fera l'objet donc d'un café littéraire le jeudi 2 septembre 2021 à 18h30 au Goethe Institute à Lomé. Entrée gratuite sur réservation donc au numéro de téléphone 22 86 83 ou le 90 85 50 70. Et c'est un communiqué donc du ministre en charge de la culture, Dr Kossi Lamadoko. Et puis pour terminer, sachez que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 reporté en 2022 a eu lieu ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. 6 groupes, donc dans 6 groupes se retrouvent les 24 sélections qualifiées. Le Cameroun, pays hôte, partage son groupe avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. La CAN se jouera donc du 9 janvier au 6 février 2022 dans 4 villes camerounaises, Yaoundé, Douala, Garoua, Limbé et Bafoussam. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.